occasionnellement, pardon, enfin chez la... On recommence, avec lequel elle est, ça ne va pas. Ça ne va pas, ce résumé que je vous fais, ça ne va pas, on recommence. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Derrière mes binocles. Alors oui, je suis toujours devant ce décor, Chérie ne travaille pas à la maison, mais c'est un bordel dans ma bibliothèque. C'est un tel bordel que je n'arrivais pas à tourner. Donc je me suis dit tant pis, je vais me foutre par terre dans ma chambre et ça ira mieux et je rangerai ma bibli plus tard parce que sinon je ne tournerai jamais la vidéo. On s'en fout, on est d'accord, c'est ma vie perso. Alors comme d'hab, on va faire une vidéo in and out. Chérie m'a dit, on sait pas ce que ça veut dire in and out. Alors, les vidéos de ce qui sort de ma palle, donc des choses que j'ai lues, et les vidéos de ce qui rentre dans ma palle, c'est-à-dire ce que j'ai acheté. On va commencer, comme d'habitude, par les livres que j'ai lus et on finira par les livres que j'ai achetés. Vous verrez, j'ai été assez raisonnable ce mois-ci, somme toute. Alors, ma première lecture ce mois-ci, c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, paru chez PKJ cette année et traduit de l'anglais par... Guillaume Fournier. Oui, c'est mon cahier, vous l'avez reconnu, Notes of a Genius, mais bien sûr. Alors, de quoi ça s'agit? Il s'agit de l'histoire de Avery, une jeune fille qui termine le lycée, donc je pense qu'elle doit avoir 17 ans, je crois qu'on nous le dit, mais j'ai oublié. Sa maman est décédée il n'y a pas très longtemps d'une grave maladie, je crois que c'était un cancer, mais ça aussi, je veux dire... et qui n'a jamais vraiment connu son père, qui était aux abonnés absents. Elle a en revanche une demi-sœur, donc son père est également le père de sa demi-sœur, chez qui elle a atterri en fait après la mort de sa maman. Elle est tellement pauvre qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir finir le lycée et aller à la fac, et un jour on lui apprend qu'elle est l'héritière de monsieur Hawthorne, je ne sais pas, un milliardaire, hein, n'est-ce pas, qui lui lègue toute sa fortune. Elle n'a jamais entendu parler de ce Gus et elle doit se rendre à l'ouverture du testament. Une fois rendue là-bas, elle se rend compte qu'en fait elle a hérité de tout ça au détriment plus ou moins de la famille du vieux, parce qu'il a laissé un peu d'argent à des amis, à sa famille, etc., à ses 2 filles, à ses 4 petits-fils dont on reparlera, ainsi qu'à ses gardiens, enfin bref, il a distribué un peu, et le gros de ses actifs et de son argent revient à Avery si et seulement si elle est capable d'habiter 1 an dans la demeure Hawthorne. Alors, personne n'est content, naturellement, tout le monde crie au scandale, voilà. Cela dit, le vieux a tout prévu et a dit que si jamais on attaquait le testament, eh ben on était déshérités. Comme ça règle la question. Il se trouve également que ce vieil homme a monté tout un jeu de pistes que Avery et ses 4 petits-fils devront suivre pour arriver à un résultat, on ne sait pas lequel. C'est une famille un petit peu particulière, cette famille Hawthorne, parce que c'est des gens qui ont énormément de secrets, qui s'aiment très fort, mais qui se haïssent aussi beaucoup, qui ont beaucoup de rancœur les uns envers les autres, et notamment les 4 frangins. Donc ils ont à peu près l'âge d'Avery, il y en a un qui est un tout petit peu plus jeune, un qui a son âge, un qui a 1 an de plus, donc en gros ils ont 16, 17, 19 je crois, ou un truc comme ça, et le plus grand a 25 ans. Ces gamins ont l'esprit de compétition, entre eux, beaucoup, et du coup quand ils découvrent le jeu de piste, ils vont y participer également, et comme eux ont l'habitude des jeux de piste de leur grand-père, ils vont être vachement forts. Et Avery, elle va être un peu... ça va être un peu compliqué pour elle, mais ce qu'elle ne sait pas, Avery, c'est si elle est réellement un joueur ou si elle n'est qu'un pion dans un jeu qui s'adresse en fait aux 4 petits-fils. Je vous épargne les enquêtes, etc. Moi, c'est une ambiance que j'ai beaucoup aimée pour le coup. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas les jeux de piste, que là on le trouve logique ou non, je trouve que l'autrice a réellement réussi à insuffler un rythme assez haletant à son roman. On court, ça court partout, ça court de partout. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Charlotte. Et du coup elle me disait, ça me fait penser un petit peu à Benjamin Gates. Bah oui c'est ça, dès que tu trouves un indice en fait tu vas aller en chercher un autre, etc. Et vraiment c'est très cool.
comme ambiance. On est un peu entre une murder party, Agatha Christie à couteau tiré, tu vois, il y a une espèce d'ambiance où tu sais pas à qui tu peux faire confiance. C'est vraiment chelou. Pour le coup, le roman, pardon, est pas exempt non plus de défauts, hein. Le personnage d'Avril, je l'ai trouvé assez caricatural. Genre, c'est la nana libre et indépendante et qui veut pas qu'on l'aide. Mais à côté de ça, dès qu'elle se retrouve à moins de 2 cm d'un dégât, bon bah, elle a le palpitant qui s'emballe. Et encore si c'est que le palpitant, tu vois ce que je veux dire? Sans vouloir être vulgaire, bien sûr. Et du coup j'ai trouvé ça un peu facile. Toi tu te dis attends, minute, il y a 2 secondes tu le détestais et là d'un coup t'as envie de te jeter sur lui, enfin comment ça se passe? Donc voilà, sachant que là je vous parle d'une romance entre guillemets, en tout cas d'une attirance qui n'est pas du tout le sujet principal du roman, d'accord? C'est juste que de temps en temps ça pop comme ça et c'est justement que ça pop en fait qui fait parfois un peu bizarre. Donc j'attends un peu de voir comment ça va se développer dans le tome 2. En tout cas vraiment tout le monde est suspect, on est là mais si ça pourrait être ça pourrait être parce que si, parce que... Et on échafaude nous-mêmes des théories en fait pendant notre lecture. Bref, ça a été une lecture hyper appréciable pour moi qui aime beaucoup les polars à la Agatha Christie, même si on est même très loin de cette déesse du polar. Voilà, donc super ambiance. Je crois que Charlotte était du même avis que moi, elle a été un peu dégoûtée parce qu'il s'agit d'un tome 1 et que ce n'est indiqué nulle part sur le roman. Mais nulle part, hein. Pas dans la couverture, pas dans le livre, pas au dos, pas attention, Avril va revenir, non, nulle part. Moi du coup, comme elle m'a prévenue parce qu'elle l'a fini avant moi, bah, j'ai moins eu ce sentiment de oh putain, on s'est foutu de ma gueule. Donc du coup j'ai vraiment kiffé ma lecture et pour le coup je me suis procuré le tome 2 en anglais qui devrait sortir chez PKJ, je crois, je sais plus quand. Mais en tout cas il va sortir chez PKJ et j'ai précommandé le tome 3 qui va sortir au mois d'août. Donc c'est pour vous dire hein, que j'ai vraiment adoré cette lecture. Ça c'était pour Inheritance Game. J'ai ensuite lu, puisque je fais mes devoirs de libraire, un roman que j'ai dans mes rayons et que je vends beaucoup. Il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc c'est le tome 1 d'une, pour l'instant, pentalogie. C'est traduit de l'anglais par Anne-Judith Descombes et c'est sorti en 2017. Chez La Martinière Jeunesse, l'ai-je dit? Je ne sais plus. Bon bref, vous savez tout maintenant. On le vend énormément, on le voit passer sur les réseaux sociaux. De quoi ça s'agit en vrai? De quoi ça s'agit, tu vois? C'est une réécriture en fait de La Belle et la Bête. C'est l'histoire de... Alors en français elle s'appelle Faire. Mais si je vous dis Faire, en fait ça va être chelou pour vous à l'oreille. Parce que c'est écrit F-E-Y-R-E. Je vais l'appeler donc Farah qui est son nom anglais, Farah. Donc on suit Farah et sa famille. Le riche marchand qui est son père a perdu sa fortune comme dans La Belle et la Bête. Comme dans La Belle et la Bête, elle a 2 sœurs. Pas dans le conte original, je crois qu'elle en a plus, mais dans certains contes, enfin, elle a 2 sœurs. Et Farah est la seule à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, puisque son père a eu les jambes brisées par les gens à qui il devait de l'argent, et que ses sœurs, bah, elles savent pas chasser, puisqu'elles ont vécu dans le luxe plus longtemps qu'elle. Et donc du coup, c'est elle qui va chasser et qui leur amène la bouffe. Un jour, elle tue un gros loup en allant chasser. Un très très gros loup, et elle le tue parce qu'elle sait que parfois les faées aiment se transformer en gros loups. Les faées, ce sont des êtres magiques qui vivent de l'autre côté d'une frontière magique, qui est une sorte de mur en fait, hein, dans lequel il y a une brèche par laquelle les faées viennent dans le monde des humains parfois. En l'occurrence, elle tue ce gros loup et quelques jours plus tard, il y a un gars qui se pointe et qui dit « T'as tué mon pote le faée et du coup, tu me dois une vie contre une vie. » Et il lui dit « Je vais pas te tuer, je vais te ramener chez moi. » Il se trouve que ce dude là, ce mec, la ramène non pas dans une prison mais dans un palais et que au lieu de lui faire payer ce qu'elle a fait, eh bien il va plutôt lui rendre la vie facile et agréable. Oui, on est comme ça chez les failles. Et Farah elle est pas trop con, tu vois, elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche dans cette demeure, c'est que tous les serviteurs sont masqués. Que le maître des lieux lui-même est masqué et qu'il ne retire pas son masque, et en fait elle apprend que c'est dû à une malédiction qui fait qu'ils sont contraints de garder ce masque sur la figure tout le temps, de ne pas pouvoir l'enlever. Et elle va en apprendre un petit peu plus sur ce gars, sur le monde des faées, sur la malédiction, et je vais pas vous spoiler le livre, mais en tout cas on en est là, on en est sur un enlèvement d'un gars qui enlève une nana et qui l'amène dans son royaume magique. Grosso merdo, retenez ça. Alors, réécriture de La Belle et la Bête, oui. Assez bien faite, oui. En termes de style, il y a beaucoup de répétitions. Alors, comment dire? Tu vois, genre, elle utilise une expression pour décrire quelque chose, elle va la réutiliser pour décrire tout ce qui ressemble à cette chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'exemple exact en tête, mais par exemple, ça m'a fait un peu l'effet que ça m'avait fait quand j'avais lu la version française de Twilight, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voulait décrire quelque chose de très blanc qui ressemblait à du marbre, on parlait de quelque chose de marmoréen. Bah là c'est
un petit peu pareil en fait. C'est pas que c'est pauvre en style, mais c'est pas oufissime non plus. Il y a quelques scènes, bon, olé olé quoi, mais je veux dire, c'est pas du cul pour du cul, tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas de grande description, il n'y a pas réellement de scène de viol, parfois il y a, je vous dis ça parce que je sais que dans la suite c'est le cas, mais là ce premier tome est vraiment soft pour le coup. Je conseillerais quand même pas ça à des jeunes de moins de 16 ans, mais voilà, on est sur du ado plus quoi, ce qu'aujourd'hui on appellerait les jeunes adultes. Enfin, on parlera un jour de ce truc de jeunes adultes parce que ça me gonfle un petit peu, mais on est sur de l'ado plus. C'était pas mal, il y a du rebondissement, bon, il y a toujours ce cliché, et vous allez voir, ça fait 2 bouquins sur lesquels je vous en parle, mais il y a toujours ce cliché du personnage féminin qui est fort, que j'ai besoin de personne, que personne ne doit savoir que j'ai des faiblesses, d'accord? Et ça, c'est des trucs qui m'énervent beaucoup, parce que j'aime aussi quand les personnages ont des faiblesses et savent les montrer, et là, elle a des faiblesses et clairement, elle les montre pas, et ça me gonfle en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur des non-dits, et ça, pareil, c'est un peu de la facilité scénaristique pour moi, ça me fait un peu chier, mais bon, au-delà de ça, c'était une bonne lecture. De là à dire que j'ai envie de sauter sur le deuxième, non, mais je comprends l'engouement, parce que c'est ce qui se fait en ce moment, parce que c'est... pourquoi pas, voilà. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Alors après, sur les tomes suivants, j'imagine très bien que c'est pas du tout des réécritures, on est d'accord, parce qu'on s'éloigne beaucoup de La Belle et la Bête déjà sur la fin de ce roman-là. C'est plutôt pas mal. Il y a des choses sur la fin que j'aurais reproché, notamment sur le fait qu'on la met sur un peu sur un piédestal pour avoir sauvé la situation à certains moments, et en fait, c'est jamais de son fait, en fait, c'est jamais parce que elle est hyper forte, hyper cool, hyper intelligente, hyper tout ça. Il y a toujours des personnages qui gravitent autour d'elle pour l'aider, je trouve ça un petit peu dommage d'en avoir fait un personnage presque secondaire dans sa propre histoire, quoi. Voilà, ça c'était la petite critique que j'ai à émettre. Donc, un palais d'épines et de roses, j'ai coché, je sais de quoi je parle, je peux en parler maintenant. Alors après, ce qui me gêne, c'est surtout les fameuses scènes de violence, de viol ou de sexe qu'on peut lire dans les tomes suivants et qui ont beaucoup gêné sur la booktubosphère, tout ça, et bookstagramosphère, enfin tous les gens qui parlent de livres quoi. Et comme je ne sais pas de quoi il s'agit, je pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Mais voilà, j'ai lu ce tome 1 et voilà ce que j'en ai retiré. J'ai également lu ce mois-ci Iron Widow de Xiran Chetsao, paru chez La Martinière Jeunesse en janvier, c'était leur grosse sortie de janvier. C'est traduit de l'anglais par Isabelle Troin, et c'est écrit par une auteurice non genrée. Alors, prenez la Chine impériale, qui traitait les femmes comme de la merde autant que faire se peut, en bandant leurs pieds, en limitant leurs droits, en les vendant à d'autres familles pour faire des mariages avantageux, et mettez-le dans une Chine très futuriste, technologie, tout ça, machin, attaquée par des extraterrestres. On défend cette Chine-là grâce à la Grande Muraille, mais aussi à des armures immenses qui sont fabriquées dans un métal qu'on appelle un métal spirituel, qui conduit l'énergie vitale de ses pilotes, le chi, afin de s'animer. Pour conduire ces armures, il faut un homme et une femme, sauf que bien souvent c'est l'homme qui pilote, donc on est genre chérie, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. La femme meurt puisqu'elle donne toute son énergie à l'homme pour pouvoir conduire l'armure. Voilà comment ça se passe dans ce monde-là. On va suivre Tse-Tian, une jeune femme dont la sœur a été vendue à un pilote. Le pilote l'a tuée, même pas au combat, il l'a tapée. Il l'a violentée et elle veut venger sa sœur et tuer le pilote. Elle va donc se faire enrôler, rentrer dans l'armure avec lui, sauf que cette fois-ci, il se trouve que Tse-Tian est très très forte et que c'est elle qui va tuer le pilote dans l'armure. Elle devient donc une veuve de fer, une Iron Widow, et autant pour se venger que pour tirer parti de la situation, les stratèges vont la mettre avec un pilote très très fort qui a la réputation de tuer toutes ses compagnes. À chaque combat, une compagne, tu vois. Il la fout dans l'armure avec ce gars et il se trouve qu'elle ne meurt pas. Et là, à partir de là, ça va être le développement justement de cette relation un peu particulière entre le nouveau pilote et Tse-Tian. Et puis quoi faire après avoir vengé sa sœur, après avoir tué ce pilote, qu'est-ce que c'est que ces extraterrestres qui attaquent la Chine, enfin tout ça. Il va y avoir tout un tas de trucs qui vont se mettre en place. Franchement, c'est un roman sur lequel il faut rester concentré pendant sa lecture.
parce qu'il y a des choses qui sont expliquées, notamment le fonctionnement des armures, le fonctionnement des énergies vitales, donc les chi, qu'ils soient végétaux, minéraux, etc. Enfin, c'était vraiment... c'est très particulier. Déjà aussi parce que ça fait appel à une autre culture que notre culture occidentale, celle dont on a l'habitude. Mais j'ai beaucoup aimé, parce que c'est autre chose, parce que ça propose une autre vision du roman féministe. Et quand je dis féministe, je veux pas dire le roman qui dit tous les hommes c'est des merdes. Pas du tout. On est vraiment sur un roman, alors je l'ai déjà dit en parlant de roman féministe, mais un roman humaniste. Un roman où chaque personnage prend sa place. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et ça franchement j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, qui m'a fait un petit peu penser à la fin le chaos en marche, voilà, la trilogie de Patrick Ness, pour ceux qui l'ont lu. C'est une fin un petit peu surprenante, même si moi je m'y attendais, j'avoue, pour avoir déjà lu des ouvrages de ce type là, je m'y attendais un petit peu, mais c'est très bien amené. La vision de la relation entre hommes et femmes, mais aussi entre êtres humains, la vision de l'amour que peut avoir l'auteurice. J'ai vraiment... c'est surprenant, mais j'ai apprécié. Je me suis dit, c'est cool qu'on en parle comme ça, de manière pas ouais, j'aime comme ça, ouais. Mais plutôt de manière, voilà, ça existe, je vous pose ça là. Je sais pas, c'est pas très clair ce que je suis en train de vous dire, mais parce que je veux vraiment pas vous spoiler le truc, mais... il y a quelque chose, on vous propose autre chose, et c'est ça qui est hyper intéressant. En plus, il paraît que l'auteurice est hyper présente sur les réseaux sociaux, et parle de son sujet avec beaucoup de bienveillance, donc c'est trop cool. C'est un tome 1 également, donc j'attendrai voir ce que ça donne sur les tomes suivants, mais un bel essai transformé pour moi, un petit peu plus exigeant que la plupart des bouquins que j'ai lus ce mois-ci quand même. Ensuite, j'ai lu, alors là on part de très exigeant à ras la moquette. J'ai lu le premier tome de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, paru chez Flammarion, roman Flammarion Jeunesse, en petit cahier 2018. Cassandra O'Donnell est française, donc pas de traducteur. J'ai cette quadrilogie dans mes rayons depuis très longtemps, je la conseille de temps en temps parce que le pitch me plaisait bien. Je me suis dit avant de la conseiller, ma fille quand même lis-la, parce que c'est pas à tout d'avoir un bon pitch si t'as un style de merde. Moi je ne conseille pas les livres avec un mauvais style, quelle que soit l'histoire. Je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Je pourrais vous le pointer du doigt dans le rayon par contre. Alors, La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, on est sur, je sais pas, il y a eu une espèce de cataclysme, dirais-je, on en parle très peu, je ne sais pas ce que c'est, bref. Les humains qui restent, il reste quelques humains normaux, entre guillemets, mais les autres humains qui restent sont des yokai, c'est-à-dire des humains qui sont capables de se transformer en animaux. Il existe 4 clans de yokai, les loupailles qui se transforment en loups, les rapailles en aigles, les serpailles en serpents et les taïganes en tigres. Et tout commence lorsqu'il commence à y avoir une série de meurtres qui semblent accuser les clans et vouloir les monter les uns contre les autres. Donc je m'explique, chez les loupailles, il y a un mec, on dirait qu'il a été tué par un taïgan. Chez les taïganes, il y a un mec, on dirait qu'il a été tué par un loupaille. Enfin bref, c'est un peu chelou. Les clans sont sur le point de se déclarer la guerre, mais les héritiers de chaque clan, donc il y a un héritier par clan, vont plus ou moins s'unir pour aller faire la lumière sur tout ça avant que leur clan s'écharpe. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah là je vous ai raconté le tome 1. T'as l'impression que je t'ai raconté un début de roman et qu'après ça va partir? Non, là je t'ai raconté le tome 1. Voilà. En termes de style, j'ai trouvé ça assez étrange. On avait l'impression que c'était un enfant de 5 ans qui racontait, parce que on passe du personnage de 6 ans qui dit « Oh bah oui, t'es peut-être mon ennemi, mais moi, je t'aime, t'es mon ami. C'est mon ami, d'accord, c'est pas notre ennemi. Oh, j'ai une petite faim. Tiens, si je mangeais cet humain qui m'a mis une mauvaise note à mon cours. Et toi, t'es là, mais d'où? Mais d'où tu veux que je... Pourquoi? Enfin, je veux dire, tu passes d'un gamin de 6 ans qui dit « Ah, t'es trop ma copine » à je vais manger cet humain. Comment ça se passe? Je veux dire, il y a des trucs, c'est hyper violent. Pas que ce soit violent de manière descriptive, on va pas décrire la violence, hein, absolument pas. Ce serait enrichir les romans. Mais ouais, c'est violent dans l'action, quoi. Alors que 2 minutes après, c'est complètement naïf et un peu nul des fois. Il y a aussi beaucoup d'erreurs. Alors ça, c'est une erreur que font
quelques auteurs quand même, c'est qu'au lieu de te montrer les choses, c'est-à-dire au lieu de te montrer un personnage qui est agressif avec tout le monde, mais que quand il est à côté d'une nana, de cette nana en particulier, il s'adoucit, c'est bizarre et tout, on se dit ah, il s'adoucit auprès d'elle, et toi tu te dis ah, peut-être il est un peu en train de, tu vois, de tomber un peu amoureux. Là non, le mec est gentil avec tout le monde, et tout le monde dit oh, mais il est tellement méchant d'habitude, tellement intransigeant, que comment se fait-il qu'il soit si gentil qu'avec elle? Bah, moi je sais pas, parce qu'en tant que lectrice, je le vois gentil avec tout le monde, donc je ne vois pas de quoi tu parles. Tu vois, c'est que des trucs comme ça en fait, c'est oh là là, mais c'est trop un gros dur, c'est le plus fort de toute la bande. Ah bon? Parce que à part le fait que tu me le dises, je le vois pas en fait. Et ça c'est très gênant pour moi, parce que c'est un peu de la facilité, un peu, oserais-je dire, de la fainéantise en termes d'écriture. Je pense que c'est une bonne idée, pourquoi pas, mais ça aurait mérité d'être beaucoup plus étoffé et beaucoup plus travaillé, parce que pour moi ce tome 1 était en fait 3 chapitres d'un roman. Voilà, je suis navrée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, et du coup bah, c'est pas compliqué, j'ai enlevé les 4 romans de mon rayon, parce que c'est pas des livres que je vais vendre, je le sais, et ils se vendent pas tout seuls, donc ils sont partis. Puis alors en termes de style, j'ai pas trouvé ça oufissime, il y avait beaucoup de maladresse de langage, d'expressions mal utilisées. Vous connaissez maintenant mon obsession avec l'utilisation des expressions, les expressions utilisées de travers, enfin bref. Voilà, c'était pas vraiment, ça n'a pas été une lecture fameuse, donc voilà, ils sont partis du rayon. J'ai également écouté en VO Avant minuit de Julie Murphy. C'est paru en français chez Hachette, c'est paru en ce début d'année, je crois que c'était en février, et c'est traduit de l'anglais par Nadège Gaillon de Bonnet. Alors, Disney s'est mis en tête de réécrire les contes de princesses de façon moderne. D'ailleurs, la collection s'appelle Modern Princess. Et là, en l'occurrence, il s'agissait, comme vous l'aurez deviné, probablement de Cendrillon. On va y suivre Cindy, une jeune femme qui a perdu son papa il y a quelques années. Là, elle vient de finir ce qu'on pourrait appeler une licence de design. Elle retourne vivre chez sa belle-mère, donc la femme qui a épousé son papa. Sa belle-mère qui avait 2 filles avant de connaître son papa et qui a eu des triplés avec son papa. Voilà, en gros pour la situation familiale. Cette femme, elle est productrice et elle produit un show de télé-réalité un peu à la Bachelor qui s'appelle Avant minuit. Et là, il se trouve que 2 de ses concurrentes l'ont lâchée et Cindy propose de faire partie du casting avec ses 2 demi-sœurs. Et elle va donc intégrer le casting du Bachelor. Pour elle, c'est juste parce qu'en ce moment, elle sait pas quoi faire de sa life. Elle est un peu paumée, la mort de son papa, elle a eu du mal à faire le deuil, c'est arrivé 2 ans auparavant, enfin franchement, elle est pas bien. En tant que styliste, designer, elle s'intéresse beaucoup aux chaussures, elle est un peu paumée aussi. Elle se dit, bah voilà, ça peut être une vitrine, elle s'en fout du gars, ça peut être une vitrine pour, pourquoi pas, lancer une carrière et montrer un petit peu ce que je fais, mes chaussures, etc. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé ce roman. J'avais beaucoup aimé Dumpling qui était sorti chez Michel Lafon, je crois, à l'époque. Toujours de Julie Murphy. On est toujours autour de personnages gros, on va dire ce qui est. Hein. Donc c'est vraiment des personnes qui ont des problématiques que 70% de la population ne connaît pas. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas le chiffre. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit pas complaisant. Avec les plus size, les personnes plus size. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on soulève des problématiques du type déjà dans la télé-réalité c'est que des bombes qui font tout à peu près la même taille et quand je parle de taille je parle bien sûr de taille de vêtements, et que là elle arrive dans le show et qu'elle dit putain vous saviez que vous allez avoir une grosse dans le show et que vous n'êtes pas foutu de me trouver des fringues en fait. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle entretient avec le célibataire. Quand je dis relation, je veux dire les liens qu'il tisse, quelle que soit la nature de ces liens. J'ai beaucoup aimé la représentation aussi, parce qu'on a un personnage non genré, je crois. Oui, on en a un. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on réécrive vraiment Cendrillon avec une belle-mère et des sœurs qui, pour une fois, très maladroitement certes, mais sont de son côté et la soutiennent. Il y a une belle relation entre la belle-mère et les demi-sœurs et Cindy. Ouais, il y a plein de trucs où je me suis dit ouais, ça je l'ai vécu ça. Rentrer dans un magasin, avoir une vendeuse qui vient vers toi et qui te dit si votre taille est pas là, si on fait les grandes tailles mais sur internet, ou alors si votre taille est pas là, c'est qu'on l'a à l'arrière du magasin.
Et toi, t'as envie juste de dire, mais pourquoi tu l'as pas mis dans le rayon, si tu l'as? Pourquoi tu mets pas des culottes grande taille, en fait? Si t'en as, pourquoi tu les mets pas dans le rayon? Et si tu les mets dans le rayon, pourquoi tu les mets dans un rayon qui est séparé des autres rayons? Tu vois? Il y a vraiment une stigmatisation des personnes grosses, et pour le coup, là, c'est un petit peu pointé du doigt, mais ce que j'ai kiffé, c'est que c'était pas non plus... c'était pas non plus ouais, le point levé. Enfin, tu vois, c'était hyper naturel. C'était juste une gonzesse qui essaie d'être bien dans sa peau, bien dans ses fringues. Alors oui, c'était peut-être attendu sur certains points, même sur tous les points probablement, mais ça fait du bien de lire ce genre de bouquin. Et moi j'ai vraiment kiffé, c'est un moment de lecture, enfin d'écoute en tout cas, que j'ai vraiment kiffé, donc je le recommande et je vais le garder en rayon, et j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec les autres princesses qui vont décider de pimper. En tout cas c'était bien cool. Et mention spéciale à ce qu'ils ont fait de Jack et Gus, j'ai trouvé ça assez cool. Pour ceux qui aiment Cendrillon, vous comprendrez. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec ma copine Charlotte. Oui, on a fait beaucoup de lectures communes ce mois-ci avec ma copine Charlotte. J'ai lu en lecture commune Comme un oiseau dans les nuages, si je ne me trompe pas, oui, de Sandrine Chaos. C'est paru chez Syros cette année. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna May, qui est une lycéenne pianiste virtuose, qui s'effondre complètement. Genre, elle fait un blackout après avoir, pense-t-elle, raté un concours de piano. Il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées dans sa vie. Sa maman est morte il y a très longtemps, sa maman était d'origine chinoise. Sa grand-mère, dont elle est très proche, donc la maman de sa maman, et son seul lien avec cette culture-là, son papa encourage, donc son papa lui par contre est français, encourage beaucoup ce lien avec la culture de sa maman. Elle n'a jamais su vraiment comment sa maman était décédée quand elle avait 2 ans. Et en fait, sa grand-mère lui dit, écoute, il y a des choses qui vont pas dans ta vie, mais je pense qu'il faut qu'on aille voir un docteur, mais pas forcément un docteur traditionnel, un docteur en médecine chinoise. Et le docteur lui dit, il y a des choses qui vont pas dans sa vie, effectivement, mais il y a aussi des choses qui vont pas dans la vôtre et dans celle de vos ancêtres. Et je pense qu'il est temps que vous ouvriez la porte, que vous lui racontiez l'histoire de ses ancêtres pour qu'elle puisse mieux comprendre la sienne, parce que le traumatisme vient de là. J'en ai parlé avec Charlotte, qui en a parlé avec Marilyn, du compte Semaris Books sur Instagram. Et il se trouve que ce livre parle de traumatisme transgénérationnel, c'est-à-dire de traumatismes qui se transmettent de génération en génération, notamment, alors je sais pas si c'est notamment, mais en tout cas moi à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était à cause du silence qui pesait en fait entre les générations. Et là, effectivement, cette famille du côté maternel, la famille d'Anna May, a vécu des choses absolument horribles en Chine, puisque la Chine a eu une histoire très tumultueuse, on va dire, sur le début du 20e. Et je sais pas comment expliquer. Ça va être, en fait, ce roman va être un dialogue entre la petite fille d'un côté et la grand-mère de l'autre. Et elles vont dialoguer réellement, elles vont se dire tu, elles vont s'adresser les unes aux autres, l'une à l'autre, pardon, et du coup c'est un chapitre par personne. Donc la grand-mère va raconter à Anna May en partant de son aïeul, ou de la mère de son aïeul, enfin je sais plus, son arrière-grand-mère je crois, et elle va remonter un peu vers le présent, et Anna May en échange va lui raconter ce qui s'est passé dans sa vie, parce qu'elle s'est éloignée un peu de sa grand-mère depuis quelques mois. Et du coup, elles vont se raconter chacune ce qui est, l'une le passé de la famille et l'autre le passé, enfin son présent, ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là, sa relation avec sa meilleure amie, avec son petit ami, voilà, des choses comme ça. C'est très intéressant de parler de ce genre de traumatisme. Charlotte disait que c'était pas assez évident que le roman parlait de ça. J'avoue, c'est pas pour dire moi j'avais su, hein. J'avoue que je l'avais senti sans vraiment pouvoir mettre le doigt dessus. J'avais compris qu'on allait parler d'un traumatisme qui avait traversé plusieurs générations pour se répercuter sur la dernière, hein, la dernière gamine, je veux dire. C'est pas mal écrit, il y a même de très beaux moments de poésie. C'est peut-être un petit peu didactique du côté de la grand-mère, c'est-à-dire que la grand-mère va raconter l'histoire de la Chine. Et de temps en temps, elle va y ajouter les personnages de la famille. Et pour moi, ça ressemblait peut-être un petit peu trop à un cours d'histoire. Et en même temps, on a l'histoire de cette gamine qui pète un peu un câble pour le coup. Bon, quand on comprend que c'est ce traumatisme-là qui en est la cause, bon, on peut pas dire que pour rien, mais j'ai envie de dire, meuf, décompresse, pète un coup, ça ira mieux, quoi.
enfin la gamine, j'ai vraiment envie de lui dire tu te calmes. Parce qu'elle fait toute une montagne de beaucoup de choses. Donc bon, après, ça s'explique, on comprend pourquoi sur la fin, mais il y a des choses qui étaient, voilà. Chez la gamine, un petit peu gamine à tarte, et chez la grand-mère, peut-être un petit peu trop court d'histoire. Sur le style, il y a eu quelques lourdeurs peut-être, parce que comme elles se répondent, elles disent, par exemple, quand la gamine raconte à la grand-mère, elle va lui dire « Oui, je te vois lever les yeux, mais... » Et donc, en fait, on a la réaction de l'autre en miroir par rapport à la narration du personnage. C'est intéressant comme procédé narratif, ça a des lourdeurs intrinsèques, mais ça c'est pas du tout de la faute de Sandrine Kao qui a fait un très beau travail d'écriture par ailleurs. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je garderai en mémoire. Je suis contente d'avoir un roman qui parle de ce genre de traumatisme. Mais voilà, j'ai envie de dire c'est pas suffisant pour moi. Ça m'a pas touchée particulièrement, peut-être parce que je l'ai jamais vécu. Et c'était un peu trop didactique pour conclure. Donc voilà, c'est un roman que je mettrai... avec plaisir en boîte à lire par contre, pour que d'autres puissent le découvrir, pourquoi pas. Pour terminer, j'ai lu un autre roman, mais l'autre roman c'est un roman pour lequel j'ai écrit des fiches de lecture pour un éditeur. Je vous ai dit que je lisais certains romans en VO pour faire des fiches de lecture pour certains éditeurs, donc j'ai pas le droit de vous en parler. Donc pour terminer, j'ai lu Terreur à Smokolo de Catherine Ardenne, paru chez PKJ il y a, alors pas l'an dernier mais l'année d'avant. Donc l'an dernier on était en 2021, donc en 2020, traduit de l'anglais par Maud Hortalda. J'ai oublié le nom de la gamine. J'ai oublié le nom de la gamine. Et je n'ai pas mon téléphone avec moi. Bon, c'est pas grave. On va suivre l'histoire d'une gamine qui adore lire. Oli. Putain, c'est ça, c'est Olivia. On va suivre l'histoire d'Oli qui doit avoir, je pense, 11-12 ans. 12 ans peut-être. Sa maman est décédée. Oh, alors des filles... alors là, les mamans décédées, on en a, hein. Les mamans et les papas. Donc là, la maman est décédée quand elle était dans l'année. En fait, elle est morte il y a pas très très longtemps. Elle vit seule avec son papa. Et au collège, elle est plutôt solitaire. C'est une gamine qui adore lire, en fait. Elle veut juste qu'on lui foute la paix. Et un jour, il se trouve que en se baladant en forêt, non, elle passe par la forêt pour rentrer chez elle, elle croise une femme qui s'apprête à jeter un bouquin dans l'eau et en fait, elle lui dit on jette pas un bouquin dans l'eau, elle le récupère, la femme est complètement folle, elle lui dit il faut jeter le bouquin dans l'eau, il faut jeter, bref. Oli récupère le bouquin, elle rentre chez elle, elle commence à lire et là elle découvre l'histoire d'une ferme de la région et de ses habitants, donc une jeune fille qui a hérité de la ferme, qui a accueilli une femme et ses 2 fils et elle a épousé l'un des 2 fils, enfin bref et c'est un peu compliqué et en gros on raconte un peu une histoire faustienne de pacte avec le diable dans ce livre. Il se trouve qu'avec l'école elle va visiter une ferme justement pédagogique, écologique je crois, écologique et pédagogique et qu'elle y reconnaît la ferme de son livre. J'ai l'impression qu'il y a une araignée derrière mon miroir depuis tout à l'heure, ça me stresse, pour ça je regarde là-bas. Donc elle va visiter cette ferme et en repartant de la ferme, alors elle voit qu'il y a des personnages un peu chelous. La nana qui gère la ferme, c'est la nana qui voulait jeter le bouquin dans l'eau, qui a totalement changé de comportement, qui semble pas la reconnaître, enfin c'est un peu chelou quoi. Le bus tombe en panne en repartant de cette ferme et le conducteur lui dit: ne restez pas dans les endroits ouverts, cachez-vous dans les recoins. Il va vous attraper. Oli sort du bus, suivi par 2 de ses camarades, une gamine qui pleure tout le temps et dont toute l'école se moque en fait tout le temps, et un gamin un peu populaire qui veut pas la laisser partir et qui semble vouloir être copain avec elle malgré le fait qu'elle ne veuille pas du tout. Et du coup ils descendent du bus et je m'arrête ici pour ne pas vous raconter la suite. J'en avais entendu beaucoup de bien. Des gens qui disaient ouais ça fait quand même un peu flippette hein, et je confirme, ça fait... Bah ouais, il y a des moments quand même où j'étais pas bien dans mon lit. Alors moi j'ai très peur pour rien, hein, je regarde pas de films d'horreur, j'ai jamais eu de chair de poule parce que c'est pas trop mon truc et effectivement j'ai beaucoup apprécié ma lecture, ça a fait battre mon petit cœur, il y avait du suspense là où il fallait... Alors bien sûr on reste sur un livre pour les, je dirais 10-12 ans, hein, mais ça reste quand même ouais, un petit coup de flip, c'est cool quoi. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, je l'avoue. Oli est un personnage attachant, on retombe sur la gamine qui veut de l'aide de personne, qui est forte, qui a perdu sa maman, bon.
Mais là c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien dosé. La petite gamine avec qui elle devient pote, enfin la petite gamine en tout cas qui la suit, dont tout le monde semble se foutre en fait, bah elle est hyper attachante aussi. Le gars, bon on sait pas trop pourquoi il est là, mais c'est pareil, il est cool avec elle, donc c'est un trio qui marche au final assez bien. Et puis cette petite histoire un petit peu fantastique, ouais non j'ai trouvé ça cool. Il y en a un deuxième, Frisson Roman Hemlock, que j'ai également, donc dans la même série avec les mêmes personnages. Et du coup bah je pense que je vais m'en donner à cœur joie, je le lirai peut-être. Bah du coup je me disais, je devais lire pour le Cold Winter Challenge, mais en fait je me demande si je vais pas le garder pour Halloween prochain. Maintenant que je sais que j'aime bien la série, je me dis c'est un truc qui se lit rapidement, donc pourquoi pas. Je le conseille naturellement à 100% et je le garde sur mes étagères à la librairie, parce que c'est une bonne alternative aussi aux chairs de poule, qui sont un peu toujours... R.L. Stein, il est un petit peu inégal dans la qualité de ses écrits, et puis ça change un peu quoi de toujours les chairs de poule, les chairs de poule. Là c'est très inventif dans le fantastique, donc ouais c'est assez cool. Après vous verrez plus les épouvantails de la même façon. Voilà pour mes donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lectures de ce mois-ci. Nous allons passer aux achats. Donc aux entrées de pal, et vous allez voir que j'ai été vachement plus raisonnable que le mois dernier. Alors pour commencer, j'ai acheté les tomes 1, 2 et 3 des Enfants d'Aliel qui doit compter 5 tomes. Pour le moment il n'y en a que 4 qui sont sortis, moi j'ai pris que les 3 premiers. C'est de Sarah Schneider et c'est sorti chez Les Moutons Futuristes, bien que le premier je l'ai en édition Le Chien qui pense. Je connais pas du tout ces maisons d'édition, je me demande si c'est pas Sarah Schneider qui travaille sur sa propre structure ou alors une toute petite maison d'édition peut-être qui a publié que ça, je sais pas, je me suis pas renseignée. En tout cas, ce sont des romans dont j'ai entendu parler sur la chaîne d'Alexis de Link the Sun. Et comme je le dis souvent sur Instagram, Alexis et moi on a... Enfin Alexis et moi, j'ai, encore une fois, je me corrige à chaque fois mais je la refais, j'ai souvent les mêmes avis qu'Alexis, que ce soit en termes de style ou de récit. Bon il y a des choses où je suis pas d'accord avec lui, mais là en tout cas il a été dithyrambique en parlant d'une possibilité de créer tout un univers étendu, du cross-platform, donc bouquins, jeux, séries, etc. autour de ce bouquin, donc vraiment il en a fait une grosse pub. Et du coup j'étais très curieuse. Il se trouve que Sarah Schneider propose de vendre ces pauvres petits livres maltraités, rescapés de la manutention un petit peu moins cher, donc j'ai acheté mes bouquins un petit peu plus abîmés que les autres mais moins chers aussi. Et Sarah a eu la gentillesse de me les envoyer avec quelques marque-pages. Là je suis en train de lire le premier, donc je vous en parlerai probablement dans mes lectures du mois de mars si j'arrive à me donner un coup de pied aux fesses pour avancer vite, parce que c'est ma lecture de chevet. Et je pourrais vous dire en tout cas si je suis d'accord ou pas avec Alexis cette fois-ci. Ensuite, je me suis acheté la version française parue chez Lumen de My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston. J'ai adoré mon écoute de Red, White and Royal Blue, qui est le titre en VO de ce roman. Je suis en train de remarquer que j'ai écrit que je l'avais acheté en français. Pas du tout. Je me suis donc acheté, pas My Dear Fucking Prince, mais Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Je l'ai acheté en version originale parce que je sais pas ce que vaut la traduction et qu'il y a pas mal de scènes de sexe et qu'une scène de sexe mal traduite peut très vite tourner kazakh. Hein. Donc voilà, je me suis acheté la VO. J'étais en train de vous dire que j'avais acheté la VF, mais la meuf, je sais pas. Il y a 2 personnes dans mon corps, cherchez pas. Oh, je commence à avoir mal aux fesses. Je me suis donc acheté ce roman-là que j'avais déjà écouté, je vous en ai déjà parlé sur le blog, je vous en ai déjà parlé sur Insta, je vous en ai déjà parlé partout. J'ai vraiment aimé, c'est une romance entre 2 jeunes garçons, le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. Alors le problème de Lumen, c'est que on est parfois sur de l'ado et parfois pas du tout. Et là en l'occurrence c'est pas du tout de l'adolescent, on est sur 2 gars de 21 ans, il y a des scènes de sexe extrêmement explicite, et même si je suis pas pour censurer ce genre de scène, au contraire, parce que là c'est décrit de manière franche, sans être vulgaire, vraiment. Quand ça doit faire des guilis de ventre parce que c'est trop mignon, ça le fait. Quand c'est vraiment du sexe pour du sexe, on le sent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très respectueux en fait, donc il n'y a pas de problème pour moi. C'est juste que je trouve pas que le récit fasse vraiment adolescent.
On est plutôt sur de l'adolescent. Et même moi qui, osons le dire, suis adulte, oui j'ai 33 ans. J'ai beaucoup aimé la lecture et j'ai pas trouvé ça gamin, donc c'était assez cool. Du coup voilà, je me le suis acheté pour pouvoir le mettre sur mes étagères. Je me suis également acheté La faute à Juliette du conte Les Gardiens de la Bibliothèque, mais combien de fois vais-je vous en parler ici, Elantris de Brandon Sanderson, version livre de poche, et c'est la version augmentée, donc la nouvelle version. Parce que je crois qu'il y a des trucs en plus, des passages qui avaient été coupés dans la première version qui ont été restaurés ici. Et grosso merdo, je crois que ça parle, c'est de la fantaisie, ça parle d'une malédiction qui touche certaines personnes et quand elles sont maudites, elles doivent être envoyées dans la ville d'Elantris, qui est une ville au-delà des frontières. J'en sais pas beaucoup plus en fait, je me suis pas beaucoup renseignée, elle a juste dit que c'était génial, tout le monde parle de Brandon Sanderson, mais Brandon Sanderson écrit des pavasses comme ça. Moi je peux pas me permettre de me lancer dans un cycle de 800 tomes comme ça, donc je décide de lire un one shot, même si c'est une bricasse. Le pitch me plaisait, je me suis dit allez go, on va partir sur ce fameux Brandon avec Elantris. J'ai également acheté, parce qu'à chaque fois que je fais mon shopping sur Vinted, je vais jeter un œil sur ce qu'il y a d'autre dans le dressing, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Je me suis également acheté avec Elantris Le Mystère en Répique de David Fuckinos, paru chez Folio, parce que ma maman a vu le film, je crois. Et on est sur une enquête littéraire d'un éditeur qui reçoit un manuscrit et qui va enquêter en fait sur la personne qui a écrit ce manuscrit, et quand il arrive chez ce pizzaiolo, je crois, qui est décédé, sa femme lui dit mon mari n'a jamais écrit de livre. Donc je crois que c'est approximativement ça, c'est un livre qui est très court et je me dis une petite enquête littéraire ça peut toujours être sympa. Et le dernier livre que j'ai acheté au mois de février, que j'ai reçu au mois de février, c'est Et pourtant nous sommes vivants. C'est un SP que j'ai reçu des éditions Gallimard, c'est écrit par Birdie Milano et c'est sur un attentat en pleine rue, vu par je crois 3 ou 4 personnes différentes. Donc c'est un roman choral sur l'après-attentat en fait, donc comment on recommence à vivre, ou pas d'ailleurs, comment on se remet de tout ça, enfin il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je l'ai pas lu, j'avoue, avant sa sortie parce que j'étais pas du tout dans le mood attentat, j'avais vraiment pas envie de ça, mais il est sur mes étagères et je le lirai à un moment, c'est certain, puisqu'il m'a été envoyé. C'est fini pour moi, c'est fini pour mes acquisitions du mois de février. Vous voyez, je vous avais dit que j'en avais acheté au final assez peu. Est-ce qu'on va les voir dans mes lectures de mars? J'en doute, probablement je vais essayer de les lire dans l'année petit à petit. Comme à chaque fois que je fais des commentaires comme cela, même s'ils peuvent paraître désobligeants, c'est jamais irrespectueux. J'essaie de le faire dans le respect de l'auteur. Quand j'aime pas, parfois ça transparaît un petit peu trop. Excuse-moi Cassandra O'Donnell, je n'ai jamais écrit de roman, mais c'est l'effet que ton roman m'a fait. Si vous êtes d'accord avec moi, comme d'habitude, un petit mot dans les commentaires. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, je vous le redis à chaque fois. Si vous avez envie d'échanger, un petit mot dans les commentaires. Si vous trouvez juste que ma vidéo est bien, vous pouvez mettre j'aime. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que la prochaine vidéo ce sera un plan de tour. Je vais vous montrer l'état de mes plantes avant de commencer à m'en occuper pour le printemps. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.